Merci d'être fidèle avec votre temps d'Est. Aujourd'hui, si vous êtes sensible au sujet de la charge mentale ou de la gestion de l'énergie, d'alléger votre quotidien, peut-être même de changer votre mode de prise de décision et de recul, eh bien, restez avec moi puisque nous allons lever le voile sur des fonctionnements du cerveau et aborder les biais cognitifs. Je suis ravie d'aborder ce sujet qui est hautement important puisqu'il nous permet, in fine, de reprendre la main sur une part incroyablement opaque de notre fonctionnement quotidien et grandement utile, vous le comprendrez. Par contre, c'est intéressant quand même de se dire comment je lève le voile sur un pilotage automatique dont bien souvent nous n'avons pas conscience, grâce à quelques explorations de biais cognitifs, mais tout d'abord, évidemment, de passer par la case de compréhension de ce que c'est, de façon très simple, et d'ailleurs c'est tellement simple que ce n'est pas moi qui vais le faire, je vais laisser une doctorante en psychologie cognitive vous l'expliquer. Tout de suite après, je reviendrai pour, on va dire, apporter un éclairage avec des catégories de biais cognitifs. À quoi nous servent-ils? Parce qu'ils sont grandement utiles, au moins à 70-90% des cas, et à certains moments, quels sont les freins, quels sont les écueils dans lesquels nous pouvons malheureusement nous empêtrer. Désolé du terme, mais c'est vraiment très simple et concret pour pouvoir changer et s'en emparer et reprendre finalement les commandes de notre existence, autant en charge mentale qu'en pertinence de décision et en accompagnement des changements de comportement. Peut-être est-ce ce que vous souhaitez pour vous ou pour vos collaborateurs de vos équipes. Alors, je suis Corinne Lanepavant, je dirige Vista Partners, Symbolis et Hello Coaching. Nous sommes dans le cœur du sujet, évidemment dans notre métier, des biais cognitifs et de lever le voile de ces fonctionnements automatiques, puisque mon travail est vraiment d'accompagner les transformations des organisations par différents moyens, que ce soit le coaching, la formation, le co-développement, en tout cas tous les leviers qui peuvent être intéressants à mettre en place et à planifier, structurer de façon aussi systémique dans votre organisation. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qu'un biais cognitif et en quoi est-ce important de l'identifier? Déjà, notre cerveau, savez-vous combien de pourcentage il représente par rapport à notre corps? Il représente 2%. Et combien consomme-t-il d'énergie? Il consomme 20% d'énergie. Il en consommerait bien plus si nous n'avions pas ces fonctionnements automatiques. Entre autres aussi, évidemment, il y a la porte d'entrée des émotions, mais je vais rester connecté, on va dire, à vraiment au sujet aujourd'hui, qui est déjà un vaste sujet. Donc, tout l'enjeu, c'est déjà de comprendre que tous ces biais cognitifs nous aident à alléger notre consommation d'énergie et donc notre charge mentale et à être dans la rapidité de prise de décision, de réaction, de comportement qui nous sont demandés chaque jour. Je vais vous laisser donc avec la doctorante en psychologie cognitive qui va se présenter. Je suis Nina Fragnat, doctorante en psychologie cognitive, et aujourd'hui je vais vous parler du raisonnement humain et des biais cognitifs. Vous êtes sûrement en train de vous dire, c'est quoi la psychologie cognitive? En bref, c'est l'étude scientifique des grandes fonctions psychologiques humaines, que ce soit la mémoire, le langage, la perception ou encore la résolution d'un problème. Nous, dans notre équipe, on va essayer de comprendre le fonctionnement du raisonnement humain, et donc on s'intéresse aussi à la manière dont on commet des erreurs et aux biais cognitifs. Il faut savoir que tout être humain qui raisonne a des biais cognitifs qui ne sont pas forcément néfastes. Les biais, ce sont des déviations dans notre compréhension d'une information. Ils peuvent parfois altérer notre raisonnement, nos jugements et par conséquent nos actions et nos décisions. Lorsqu'on a un doute sur quelque chose, sur une information par exemple, où est-ce qu'on va aller chercher? Sur un moteur de recherche, admettons Google. On va pouvoir instantanément rechercher et vérifier tout type d'arguments. Mais si notre recherche initiale ne donne pas les résultats auxquels on s'attend,
on ne va pas forcément y prêter attention. On aura plutôt tendance à faire une nouvelle recherche avec des mots-clés différents pour tomber sur un résultat qui vient confirmer notre idée de base. Dans cette situation, on parle du biais de confirmation, qui désigne donc la tendance à vouloir privilégier les informations qui confirment nos idées ou nos hypothèses et accorder moins de poids à celles qui les contredisent. Alors, vous vous rendez compte que, avec les premières découvertes du biais de confirmation, c'est un grand mot, les biais cognitifs, mais dans la réalité, il en existe entre 200 et 250 qui ont été référencés, recensés. Bien souvent, certains sont, on va dire, à la racine, il y en a peut-être une cinquantaine qui sont vraiment très distinctes. Et évidemment, ils sont d'une simplicité et d'un quotidien, puisque nous les utilisons en permanence. Alors, nous les utilisons pourquoi ? Quand même intéressant de se dire par quels moyens, finalement, allège-t-on notre consommation d'énergie et notre gain de temps ? Déjà, pour mémoriser une information. Savez-vous, chaque seconde, combien nous recevons de stimuli en termes d'informations ? 12 millions. Et combien nous en sélectionnons ? 30. La première fois que j'ai entendu ce ratio, je l'ai réécouté au moins 3 fois en me disant, mais est-ce que je me suis trompée de proportion ? Et non, c'est vraiment de cela dont il s'agit. Donc mémoriser une information nous demande évidemment énormément de temps, d'énergie, d'arrêt, on va dire même d'arrêt sur image quelque part, pour arriver à vraiment faire le tri, puisque c'est la deuxième catégorie qui nous est utile, c'est trop plein d'informations, ça veut dire comment on les sélectionne, comment on les trie. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas si simple. On a l'impression d'avoir une arborescence mentale qui très rapidement range, catégorise. Je ne suis pas sûre qu'en scrollant le téléphone, on le fasse vraiment autant que ça. Donc, le trop-plein d'informations, c'est aussi quelque chose qui nous est demandé au quotidien, trier, catégoriser, et qui devrait nous coûter beaucoup plus de temps et d'énergie. Et quand je parle de temps, je fais la liaison avec la troisième catégorie, c'est la nécessité d'agir vite. Les catégories des biais cognitifs nous aident aussi à engranger rapidement une capacité de agir, comprendre, savoir ce qui va être important et comment on va s'emparer de telle ou telle influence, information et ce que nous allons en faire. La dernière catégorie, elle est caractéristique de l'être humain et vous vous doutez de la dernière, j'en suis sûre. Il s'agit du sens. Oui, nous avons aussi besoin de donner du sens, ce qui veut dire que à certains moments, ce sont des sens des niveaux de direction, de compréhension, de hauteur de vue, de décalage de point de vue qui nous aident à créer des liens. Et à certains moments, ces liens ne nous aident pas parce que nous interprétons ou parce que très rapidement, en rentrant dans certains biais, nous allons créer des liens qui déforment cette réalité. Alors c'est vraiment un travail qui est extrêmement riche, que j'ai la prétention de pouvoir vous illustrer en quelques 20 minutes pour vous donner envie surtout de peut-être l'aborder dans vos prises de décision futures, dans les transformations et changements avec le management de vos équipes. Et si au niveau cognitif c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi, me questionner, me témoigner aussi de vos expériences. Et en tout cas, j'ouvre une porte sur un champ peut-être que vous aurez envie d'aller explorer par le biais des travaux de Daniel Kahneman, qui nous a quittés là en fin mars 2024, qui est vraiment un de ceux qui a le plus fait découvrir, écrit. Alors évidemment, il n'est pas le seul, puisque les biais cognitifs aujourd'hui sont assez connus, mais néanmoins, c'est celui qui a pu mettre à jour et être reconnu, il était psychologue de formation, et a pu apporter une reconnaissance, y compris dans le domaine de l'économie. Et ça, c'est un lien et un pont qui était vraiment très pertinent, utile et novateur. Et si vous voulez en savoir plus, vous pourrez vous procurer et lire le livre qui a été vraiment un grand succès, Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée.
Alors pourquoi? Je ne vais pas résumer, mais il y a système 1 qui est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus rapide, système 2 plus réfléchi, et système 2 plus réfléchi veut dire consommer du temps, consommer de l'énergie, et c'est là où arrivent tous nos biais cognitifs pour nous maintenir dans une rapidité de réaction, d'interprétation, de compréhension. Alors, il ne s'agit pas de diaboliser les biais cognitifs, puisque vous l'avez compris, ils sont très utiles en termes d'écologie personnelle et collective. Par contre, il s'agit quand même d'être conscient à certains moments des dégâts qu'ils peuvent occasionner si on les laisse prendre la commande en permanence de vos décisions ou de vos orientations. Alors, je vais zoomer ou vous en faire découvrir quelques-uns. Si ça vous intéresse, le vendredi, je poste sur LinkedIn à 9h du matin, donc un biais par semaine pour éclairer et faire réfléchir sur cette question des biais et donner à connaissance ce sujet-là. Alors, quelques biais. Vous avez déjà découvert avec la présentation le biais de confirmation. Il peut y avoir aussi le biais de sajonc ou de simple exposition. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire que c'est un biais qui est très sensible par l'influence de la répétition. Au fur et à mesure que vous observez, une publicité en particulier, ça a été vraiment évidemment utilisé par les publicitaires, vous apprenez un nouveau terme, on voit sur les réseaux sociaux, il y a 10 ans, il y avait beaucoup de situations sur le harcèlement, aujourd'hui on est sur la résilience, on est sur la RSE, en tout cas il y a des thématiques comme ça sur l'IA évidemment. Il y a des thématiques qui sont tellement utilisées que ça nous rend vraiment le thème et l'approche très familière. Et cette familiarité va vraiment influencer nos prises de décision parce que à exposition répétée, nous levons finalement un bon nombre de nos peurs et la familiarisation arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'entreprise, lorsqu'il y a un projet de transformation, de changement, ce qui peut être intéressant, c'est de familiariser sur des réalités qui se présentent dans l'environnement de l'équipe, de l'entreprise, de l'organisation, avant même de parler de changement. C'est-à-dire de commencer à familiariser sur un mélange qui peut être à la fois des réalités qui peuvent faire peur et à la fois des familiarités qui sont vers une transformation attendue, mais sans parler forcément de transformation. Alors vous voyez que là, tout de suite, on arrive dans peut-être que si vous étiez en face de moi, vous me diriez, non mais Corinne, là, on est en train de manipuler. Alors c'est vrai que si vous connaissez les nudges, c'est toute l'utilisation des incitations au changement de comportement, au changement de mindset, de façon effectivement influencée. Alors, si vous n'appréciez pas ça, écoutez, retrouvez-moi sur un autre thème et un autre sujet. Et si ça vous intéresse d'avoir d'autres clés, vous pouvez rester avec moi encore pendant 10 minutes. Alors, un autre biais cognitif, peut-être le biais que je trouve intéressant, qui est le biais qui a été mis à jour par le psychologue anglais Peter Wasson, qui est celui, justement, que vous avez entendu parler au début, qui est le biais de confirmation. Alors, le biais de confirmation, l'exemple de Google a été donné, et entre autres, c'est vrai que la façon dont on formule les questions et les recherches sur Google, donc là, on a une responsabilité. Il est donné, par exemple, l'exemple de 2022, quand on a eu des pénuries d'essence. Mais c'est vrai que quand vous tapez pénurie de carburant, vous allez avoir une confirmation des pénuries et des cartes où il peut y avoir des ruptures. Si à l'inverse, vous tapez carburant disponible, automatiquement, vous allez aussi trouver d'autres sources ou des clés différentes. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est la formulation des questions, la formulation des points de vue divergents. Vous pouvez utiliser, par exemple, les chapeaux de Bono aussi, dans la façon d'aborder un problème, un appel à solution, en prenant des points de vue très différenciés, volontairement, pour éviter l'écueil de « Ah c'est bien ce qu'on imaginait, ah oui, de toute façon, c'est ce qu'on savait ».
Et là, on est dans le biais de confirmation. Donc, quelquefois, c'est intéressant, toujours pareil, gardez en tête que ça peut nous aider au niveau des décisions rapides. Et si vous souhaitez travailler des opinions divergentes, de la créativité, utilisez les chapeaux de Bono, utilisez les réunions déléguées avec un coach à la fin de la séance, dans l'équipe, qui donnera le point qui pourrait être abordé différemment ou une nouveauté dans une de vos réunions suivantes. Parce que évidemment, quand on génère un comportement différent, on a un résultat qui est différent, ça me semble peut-être évident pour vous comme pour moi. Autre biais cognitif, l'effet Pygmalion ou l'effet inverse, qui va être l'effet Golem. Donc l'effet Pygmalion, vous avez sans doute entendu ces expériences, d'abord sur les rats, ensuite sur les enfants. Peut-être le nom de Rosenthal ou Jacobson vous dit quelque chose. Il s'agit d'avoir réparti, entre autres sur les rats, parce que c'était la première expérience, de confier des rats à des étudiants. La première moitié des étudiants ont été informés que les rats qui ont été sélectionnés pour eux étaient très rapides, avaient un instinct assez pertinent, et donc ils ont eu une vision et des comportements qui ont été en lien avec cet a priori de départ. La seconde moitié ont été informés que les rats, au contraire, étaient plus lents que la moyenne. Et puis il y avait encore une autre partie dans l'expérience qui était l'expérimentateur, qui connaissait l'expérience et qui devait atteindre des bonnes performances. Donc lui était conscient des biais des deux autres, on va dire, populations. Les résultats les plus intéressants sur ces labyrinthes ensuite de recherche de performance, les résultats les meilleurs ont été sur l'expérimentateur qui a été conscient de l'expérience, et tout de suite derrière, les étudiants qui pensaient avoir les rats les plus rapides. Ça a été reproduit par rapport à une population d'enfants au niveau des écoles, dans un quartier défavorisé. C'est une vaste étude d'Harvard et qui a confirmé ces éléments-là, c'est-à-dire le regard du professeur qui est sur ses élèves et qui croit avoir la crème des crèmes, évidemment, va générer, moi je dis évidemment parce que c'est quelque chose depuis plus de 20 ans que je connais et que je transfère évidemment en termes de connaissances au niveau des managers, puisque à certains moments, comment changer d'a priori, comment enlever nos discriminations, nous en avons tous. Ce qui est intéressant, c'est de travailler dessus pour les rendre, on va dire, pour apporter le meilleur dans le management et l'accompagnement qu'on peut avoir dans révéler les performances auprès des équipes ou des collaborateurs, plutôt que de se dire « Ah non, moi je suis au-dessus de ça et je ne serai jamais concerné par cet effet Pygmalion » ou pire, l'effet Golem qui est justement la discrimination négative. Sachez que personne n'est au-dessus de ces discriminations-là. Vous connaissez peut-être aussi le biais cognitif de l'effet IKEA, qui est que le fait d'assembler un meuble fait grimper à nos yeux sa valeur. Le fait de travailler dans un projet de transformation, de changement de logiciel, de création de je ne sais quoi, va impliquer un regard qui est lié à « je me suis donné à fond, je l'ai pensé, je l'ai construit, on l'a fait ensemble » et donc il a énormément de valeur. J'ai connu les passages, vous savez, de changement de logiciel, quand on passe d'un tableau Excel à un logiciel, où certaines personnes maintiennent que ce qui est beaucoup plus probant, ça va être tout ce qu'ils ont créé à plusieurs. Alors là, l'effet en plus collectif va renforcer ça, par rapport au logiciel qui va apporter plein de limites et plein de difficultés ou de problèmes parce qu'ils n'y ont pas apporté leurs pattes. Donc ça c'est très intéressant parce que ça va créer une gestion subjective du regard sur le processus du projet, et avec cet effet, ce biais cognitif IKEA, on peut travailler davantage dans l'implication dès le départ, dans certaines variables pour lesquelles l'implication des équipes va aider à ce qu'ils s'en emparent et va aider aussi à ce qu'ils trouvent le résultat à la hauteur, puisque
ils auront retroussé leurs manches et mis un peu d'eux dans cette transformation. Alors, je pourrais évidemment aller plus loin, mais je ne le ferai pas parce qu'il y en a plus de 50 qui sont vraiment très différenciés. Par contre, restez en tête il y a le biais d'autorité qui peut être très intéressant aussi quand on a tendance dans certaines cultures, à surestimer l'opinion d'une personne quand elle est experte ou quand elle est manager haut gradé dans le comité de direction par exemple. Combien de fois je dois travailler sur ce biais-là pour encourager les comportements. Et puis mon chouchou, parce que vraiment c'est sur ces sujets-là qu'on me sollicite beaucoup dans les transformations des équipes ou les transformations leadership, c'est le biais de statu quo. Celui-là, c'est cadeau pour la route. Lorsqu'on a le choix entre plusieurs options, l'être humain, et je me mets dedans, on a tendance à privilégier celle qui ne requiert aucune action de notre part. Donc ça, c'est un comportement qui a été mis à jour par William Samuelson et Richard Soler, qui vraiment appuie sur le fait malheureusement, on a un frein à changer le comportement établi, parce que c'est vrai que ça va nous demander de l'énergie, ça va nous demander peut-être un risque de ne pas y arriver. Donc là, vous avez énormément de peurs qui peuvent être derrière. Dans le biais du statu quo, c'est la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer vraiment ? Vous savez, quand on doit faire un feedback à quelqu'un, quand on doit être plus exigeant dans la façon d'accompagner les changements, peut-être de mettre la barre plus haute dans l'attente des résultats avec des moyens qui sont moindres. La peur aussi de ne pas être à la hauteur. Donc là, c'est des peurs qui sont souvent rencontrées. Ça remet en cause la compétence. Peut-être une adaptation dans un cadre qui est nouveau, qui est incertain, donc ça génère aussi des inquiétudes. En tout cas, il y en a tellement, la peur d'adaptation, la peur de voir le collectif qui l'emporte sur l'individuel. Donc, derrière des biais, il y a la préservation. Donc, pour se préserver, pour récupérer de l'énergie, on a besoin d'avoir des raccourcis et à certains moments, peut-être, de faire en mode pilote automatique. Quand vous souhaitez travailler sur les biais, vous avez plusieurs hypothèses. Vous pouvez travailler sur les biais comme on vient de le faire là, c'est-à-dire vous en tirez quelques-uns, et avec votre équipe, à certains moments, dans les prises de décision, vous faites revisiter la prise de décision avec un biais, avec évidemment l'antidote du biais. Vous pouvez aussi nous solliciter pour une intervention de type fresque, puisque la fresque du facteur humain qui a été présentée par ma collègue consoeur Nathalie Rocher sur un podcast précédent, vous permet, et nous sommes plusieurs à être en capacité à intervenir chez vous sur des sujets spécifiques, très concrets de changement de comportement. Et on peut, phase par phase, aborder les émotions, les biais cognitifs et les facteurs humains pour arriver et aboutir à des changements de comportement. L'intérêt de cette fresque, c'est à la fois individuel et collectif. Donc, n'hésitez pas, avec votre équipe, ça peut être vraiment intéressant. Et puis, la troisième possibilité, c'est aussi de les travailler à titre individuel pour gagner un pas de côté, un pas de hauteur de vue, en sortant de certains biais qui peuvent être quand même plus préjudiciables dans vos prises de décision ou vraiment même votre posture de leader et de manager pour engager les transformations. Je reste à votre écoute. N'hésitez pas à me contacter et me demander sur LinkedIn, en réseau social Corinne Lannepaban. Je serai ravie aussi de répondre à vos sollicitations, peut-être de thématiques ou de sujets que nous n'avons pas encore abordés dans les podcasts. Et je vous souhaite une bonne expérimentation de levée de biais cognitifs. À très bientôt.